bonjour à tous. Donc on va faire la présentation à trois voix en fait. Donc moi, Thibaut Couturier, donc je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive à Montpellier. Bastien Mourgard, donc qui a travaillé avec nous pendant 6 mois dans le cadre de son stage de master. Johan Bro, ici, donc du bureau d'études Antomia, donc qui a réalisé la collecte de données sur le terrain. Et donc on associe aussi Jérôme Manson à cette étude, Aurélien Bénard et Damien Combrisson aussi, voilà, donc qui a aussi avec qui on va travailler sur le parc sur le parc des Écrins, pardon. Je vais juste faire un tout petit mot d'introduction sur le contexte le contexte de cette étude, en fait, qui est dans le cadre d'une coopération entre l'Agence française pour la biodiversité et le CEF, où voilà, donc l'objectif, l'une de mes missions, c'est de fournir vraiment un appui méthodologique aux parcs nationaux et autres aires protégées. Donc ça depuis 2018, et donc vraiment l'objet c'est d'appuyer à la construction ou la validation de protocoles de suivi d'espèces, et aussi en aval à tout ce qui est appui à l'analyse statistique des données collectées. Et l'objectif de tout ça aussi, derrière, c'est de valoriser, de transférer les résultats auprès des autres gestionnaires d'espaces naturels. Voilà, donc là, il y a une petite illustration aussi. Vous avez pas mal d'informations là qui vont être transférées sur le site de l'AFB, sur tous les protocoles sur lesquels on travaille dans le cadre de cette coopération. Et donc, juste un petit mot pour dire, voilà, le protocole, nous... dans le cadre de cette coopération, vraiment on l'envisage du début à la fin, donc de la phase initiale, on essaye vraiment de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on souhaite mettre en évidence à court terme, à moyen terme, etc. Réfléchir à la méthodologie la plus adaptée, au plan d'échantillonnage spatial, temporel. Toute la phase de collecte de données, comment ça s'organise, quelles sont les contraintes, inconvénients. La phase d'analyse, je l'évoquais juste à l'instant, et l'idée, in fine, c'est vraiment de produire un document qui synthétise tout ça. Et donc ça c'est un travail que je mène pas tout seul, puisque effectivement à chacune des étapes, l'idée c'est vraiment d'associer tout un tas de personnes, des experts, les agents qui vont collecter les données ou les experts qui vont le faire. Voilà, donc faire de la biblio, consulter des scientifiques, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler à fond sur ces projets de protocole de A à Z. Voilà, et donc... là, actuellement, on travaille sur 17 sujets, protocoles, uniquement pour les parcs nationaux, sachant qu'on va aussi travailler avec d'autres aires protégées. Donc, on brosse un peu les différentes thématiques, les différents enjeux rencontrés sur ces territoires. Et donc là, aujourd'hui, on va plus particulièrement parler effectivement des changements globaux et plus particulièrement le réchauffement climatique, avec l'étude conduite sur les orthoptères. Donc Alain Guéguen a commencé à vous présenter juste avant. Donc cette étude s'inscrit aussi dans le cadre de deux programmes, le programme Alpage Sentinelle et le programme Alcotra Climat. On travaille sur les orthoptères, donc Alain l'évoquait déjà un peu tout à l'heure, mais voilà, on a vraiment beaucoup des hypothèses fortes sur ce groupe d'espèces, donc avec à la fois des espèces thermophiles, d'autres plutôt cryophiles, donc des animaux qui sont plutôt phytophages. Sédentaires, donc ça a été aussi un choix qui a guidé ça a été vraiment un critère de choix pour ce groupe d'espèces. Donc contrairement aux libellules ou papillons qui peuvent parcourir des grandes distances, on est plutôt sur des espèces relativement sédentaires, même s'il y a des variations selon les espèces en termes de capacité de déplacement, selon qui présente des ailes ou pas. Des espèces qui sont relativement faciles à échantillonner, on vous en fera l'illustration tout à l'heure, et fait très important aussi qui a guidé ce choix au départ, donc des données historiques qui étaient disponibles. Donc Alain vous en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment l'une des grandes originalités de ce travail, c'est de pouvoir vraiment remobiliser ces données historiques. Donc tout a commencé en avril 2018. On s'est retrouvés autour de la table avec Johan, Damien Combrisson, Jérôme Manson, à travailler un peu, à déjà définir, comme je disais, je l'évoquais un peu tout à l'heure, les objectifs interparcs pour vraiment qu'ils soient partagés. Et on s'est orienté vers deux questions. Donc de mesurer la première, c'est vraiment de mesurer les changements de distribution des communautés d'orthoptères
au cours des dernières décennies, donc d'après ces données historiques qui étaient disponibles dans un rapport. Donc voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'était vraiment pour la suite du travail de mettre en place un état de zéro de la distribution des communautés d'orthoptères dans différents contextes bioclimatiques à l'échelle du parc du Mercantour et du parc des Écrins, pour un suivi des tendances à long terme en lien avec le réchauffement climatique. Alors en termes méthodologiques, c'est posé assez rapidement la question de savoir comment on allait pouvoir en fait transposer les données collectées à l'époque, comment on allait pouvoir les réutiliser, sachant que voilà, il y a, la collecte, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec le biocénomètre, qui paraît même encore plus grand que celui qui est présenté ici. Voilà, c'est quand même une méthode assez contraignante, donc ça c'est la première chose, donc il faut quand même voilà, avoir des bons bras et puis des bonnes jambes pour parcourir les alpages avec un biocénomètre. Et un petit souci plutôt, on va dire, un peu statistique qui s'est posé, c'est qu'aussi on n'avait pas à disposition les données brutes de l'époque, on avait juste des données moyennées, donc ça posait certaines contraintes. Donc le choix qu'on a fait dès le départ, en fait, ça a été de non pas nous intéresser aux fluctuations d'abondance, en fait, en lien avec le réchauffement climatique, mais vraiment de focaliser notre attention sur travailler à la distribution des espèces. Et donc vraiment sur les stations réalisées à l'époque, juste faire des relevés en présence-absence. Donc voilà, et ça posait... voilà, l'hypothèse qu'on faisait aussi, c'est que s'il y avait des changements en lien avec le changement climatique, ça allait vraiment se traduire tout d'abord en termes de distribution en présence-absence, et que l'abondance voilà, est davantage soumise à des fluctuations interannuelles. On a eu un peu une illustration tout à l'heure. Davantage soumise aussi à la pression de pâturage. Donc finalement, ça c'est voilà, pas quelque chose qui nous intéressait d'étudier dans un premier temps. Donc la méthode, globalement, on avait donc une station identifiée de l'époque et on faisait plusieurs points de relevé au sein de chacune de ces stations. Donc 5 points de relevé pour avoir quand même une idée en fait, de la variation qu'on pouvait rencontrer au sein de la station. Et après, bon, Bastien vous en parlera un peu tout à l'heure, mais ça nous permettait d'utiliser des modèles qui nous permettaient aussi d'estimer les chances qu'on avait de rater ou non l'espèce sur un site donné. En termes d'échantillonnage spatial, donc Alain vous a expliqué un petit peu tout à l'heure le principe, mais donc à l'époque il avait réalisé donc, des transects attitudinaux. Bon, on ne voit pas très bien ici, mais voilà, notre souci d'un point de vue vraiment logistique, c'était que Johan voilà, reparcourt ces transects. Donc on tenait vraiment à conserver cette unité de transect. Donc les deux grands secteurs sur lesquels il y avait des données historiques, c'était le secteur d'Antrone et de la Roya. Et donc la majorité des transects des stations y étaient concentrés. Ce qu'on a cherché là, en 2018, c'était vraiment à avoir quand même un bon équilibre entre un bon gradient altitudinal représenté pour chacune des stations et essayer d'avoir des stations bien balancées en termes d'exposition aussi. Seulement, bon, on se heurte au fait que dans le parc du Mercantour, on a assez peu de versants exposés plein nord et qui plus est, qui soient vraiment dans des zones d'alpage. Voilà, donc on a quand même un petit déséquilibre. Et à partir de 2019, on a essayé de compléter ces stations historiques, d'en rajouter aussi dans des secteurs, dans des nouveaux secteurs, pour vraiment avoir d'autres environnements bioclimatiques à l'échelle du Mercantour. Donc c'était des secteurs soit qui étaient dans le dispositif alpage sentinelle, soit qui allaient participer au dispositif hors champ dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Ben, je vais maintenant laisser la parole à Johan qui vous parlait plus en détail de la technique de collecte de données sur le terrain. Bonjour, donc moi j'étais l'orthoptériste de l'équipe. En charge de l'application du protocole qu'a commencé à présenter Thibaut sur le terrain. Donc sur chaque station, les relevés se faisaient, il y avait 5 relevés, 5 placettes de relevés. Chaque placette de relevé couvrant 30 mètres carrés. La surface étant matérialisée par une cordelette de 3,10 mètres
constituant le rayon d'un disque. Pardon. 3 mètres 10 de rayon pour former un disque de 30 mètres carrés, ou une cordelette plus longue pour fermer 5 mètres de côté et 6 mètres d'un autre côté pour former un rectangle plus facile à prospecter en cas de forte pente, pour former un rectangle de 30 mètres carrés aussi. Bref. Le protocole se décline en 5 phases successives et intègre et implique le port d'un t-shirt orange, comme vous pouvez le constater, qui permet d'être bien visible sur les photos. Thibaut s'est régalé à me photographier. La première phase, qui dure une petite minute, on est au bord de la placette et juste on écoute ce qui se passe et on identifie les espèces à leur stridulation, à leur chant. Deuxième phase un peu plus longue, 6 minutes, on rentre dans la placette et là on est en chasse active, en prospection, on déambule dans les 30 mètres carrés et on note, on inventorie classiquement les espèces. Troisième phase, qui est une phase assez active aussi, qui demande une utilisation assez énergique du filet fauchoir. On fauche la végétation et au bout de 45 secondes, on s'arrête, on regarde ce qu'il y a comme espèce dedans. On recommence une deuxième fois. Et en fin de relevé, on prend une petite minute pour noter quelques caractères structurels de la végétation, principalement les recouvrements, les hauteurs. Et on note aussi, un peu pour mémoire au cas où, on fait une estimation des abondances de chaque espèce. On a considéré que ça pouvait être intéressant après dans les analyses, même si, comme l'a dit Thibaut, c'est principalement la présence-absence qui nous intéresse ici. Alors voilà ce que ça donne d'un point de vue plus des habitats. Principalement, ce fut les milieux échantillonnés concernaient des alpages assez classiques, des milieux herbeux, parfois plus rocailleux, parfois même presque des éboulis relativement stabilisés, mais très, très rocailleux, parfois des landes à genêts ou autres. Globalement, des milieux assez diversifiés, avec des habitants orthoptériques qui concernaient plutôt des criquets, classiquement dans ces habitats, et un peu moins des sauterelles, et encore moins des grillons, qui sont beaucoup plus rares en altitude. Alors, la première année 2018, donc ces relevés ont eu lieu sur les 2 années 2018-2019. En particulier en 2018, on a pu mener quelques tests, dont parlera avec davantage de précision Bastien tout à l'heure, et quelques adaptations du protocole. Ça nous a permis de confirmer que dans ces habitats et à ces altitudes, la meilleure période d'échantillonnage concernait à peu près du 15 août au 20 septembre, c'est assez classique. Avant le 15 août, on risque de rater les espèces les plus tardives, et après le 20 septembre, de rater les espèces les plus précoces. Après, ces dates peuvent être adaptées en fonction de l'année, qui elle-même peut être globalement plus tardive ou précoce. Et plus on est en altitude, plus on peut se permettre d'intervenir un peu tard. On a, en fin d'année 2018, considéré qu'on pouvait abandonner la troisième phase qui concernait la fauche, trop chronophage par rapport aux résultats qu'elle apportait. Bastien vous l'expliquera plus précisément aussi. On a dû repositionner quelques stations, puisque en 30 ans, il y avait eu une évolution des habitats, notamment en termes de dynamique forestière. Donc dans ces cas-là, on les décalait dans un milieu a priori comparable à ce qu'il y avait il y a 30 ans, sur la même courbe de niveau de quelques dizaines, exceptionnellement quelques centaines de mètres de la station initiale. Et puis, parmi les contraintes finalement rencontrées en 2018, un peu moins en 2019, ça a été la météo qui était... c'est un paramètre important, la météo, pour les relevés orthoptères. Il faut qu'il fasse, relativement chaud, en tout cas que ce soit ensoleillé, qu'il n'y ait pas de vent, parce que quand l'herbe bouge, les individus sont difficiles à détecter. Et en 2018, j'ai eu affaire à pas mal d'orages notamment. Alors certains me diront que c'est assez classique les orages dans le Mercantour, mais 2018 c'était comme une année assez particulière, on le voit par rapport à ces moyennes saisonnières. Il y a eu beaucoup plus de précipitations dans le secteur en 2018, et quand même beaucoup moins d'ensoleillement qu'une année moyenne, une année normale. Ouais. Donc concrètement,
Ce que ça a donné, voilà, c'est très souvent des menaces dans le ciel, et puis des conditions qui variaient très rapidement d'un virage à l'autre sur une piste ou en passant une crête. Et puis quelquefois, l'autre contrainte, c'est que les criquets essayaient de manger mes résultats, ce qui était assez embêtant. Il fallait que je surveille mes fiches. Au final, presque 900 relevés effectués sur un gradient d'altitude de 950 à 2700 mètres d'altitude. 63 espèces rencontrées, à comparer aux 108 connus à l'échelle du parc, mais sur tout le panel d'habitats qu'on a plus bas, zones humides, etc. Et à comparer aux 39 espèces issues des relevés d'Alain 30 ans auparavant. Je laisserai Bastien faire plus de comparaisons que ça, je m'arrête à ces chiffres. Moi, de mon ressenti sur le terrain, le protocole m'a semblé efficace dans le sens où c'était assez simple à réaliser, assez complet, enfin, en tout cas j'avais l'impression de faire des inventaires relativement proches de l'exhaustivité, donc adapté à l'objectif qu'on s'était donné. Par contre, c'est vrai que le protocole nécessite un bon niveau d'expérience en orthoptère, puisqu'il faut aller assez vite en termes d'identification sans perdre de temps à capturer ou à manipuler les individus. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représentait, à l'échelle de chaque station, on a eu de 2 à 23 espèces. Donc 2 espèces, c'était vraiment à 2700 mètres aux altitudes les plus élevées. En gros, à partir de 3000 mètres, on perd la végétation et les orthoptères qui sont liés. Et en moyenne, ça représentait 12 espèces dans chaque station. Et au total, la production de 6000 données, ce qui constituait pas mal de grains à moudre pour mes collègues biostatisticiens. Du coup, des résultats bruts, ce qu'on cherche à définir, en fait, c'est comment sont répartis les orthoptères sur le gradient altitudinal. On peut voir cette répartition comme déterminer, en fait, pour chaque espèce, quels sont les sites qu'elles occupent. Autrement dit, connaître le statut d'occupation de chaque espèce pour chaque site. Et ce statut d'occupation, en fait, est gouverné par des processus écologiques. Et on peut le voir comme en fait, des probabilités d'occupation, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'une espèce puisse occuper tel site suivant plusieurs caractéristiques d'habitat ou autres. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. Cependant, même si on fait plusieurs relevés par station, qu'on a plusieurs techniques de détection, il se peut que certaines espèces en réalité présentes soient loupées lors de l'échantillonnage. Donc c'est ce qu'on appelle la détection imparfaite. Et ce phénomène, il est possible de le modéliser avec des modèles d'occupation de site qui en fait permettent d'estimer la probabilité d'occupation, ce qui nous intéresse réellement, tout en prenant en compte la détection imparfaite. Ces modèles permettent aussi d'avoir une idée en fait, de la richesse spécifique, dont le nombre d'espèces par site réel, puisque des espèces qui sont présentes peuvent être loupées, et donc ici on a une espèce sur 3, alors que là on en a une espèce sur 2. Donc on peut déterminer la richesse attendue. Donc cette modélisation permet aussi d'avoir une idée en fait, de l'efficacité du protocole. Donc on s'est intéressé en fait à voir si le protocole au bout de 5 relevés était efficace et si on pouvait réduire le nombre de relevés. En regardant la proportion de richesse observée, donc la richesse, le nombre d'espèces détectées par Johan divisé par la richesse attendue, et également pour chaque espèce la probabilité de détection qui varie entre 0 et 1. On a également regardé l'apport des différentes techniques, plus spécialement l'impact du retrait que pouvait avoir le retrait de la fauche sur la détection globale à l'échelle de la station. Et en fait, au final, ce qui nous intéresse, c'est la distribution altitudinale des orthoptères pour avoir un état des lieux en 2018. Donc rapidement, au niveau des résultats pour la complétude des inventaires, donc la proportion de richesse observée, on voit qu'entre 3 et 5 relevés, globalement, on a quand même une bonne complétude, ce qui rejoint les ressentis de Johan, avec une exhaustivité pour pas mal de stations. Je passe rapidement. En fait, du coup, on a choisi de regarder également
l'efficacité de la détection, donc espèce par espèce. Ce qu'on voit ici, c'est chaque ligne, c'est la probabilité de détection par espèce. Donc on voit quand même une forte hétérogénéité, avec ici les deux extrêmes, avec par exemple pour cette espèce de Cortypus qui est détectée, qui a 100% de détection après seulement 2 relevés, alors que cette espèce-là est peu détectable même après 5 relevés. Donc cela a conduit au choix de garder 5 relevés et pas de le diminuer pour essayer de garder le plus d'exhaustivité possible, même si ce n'est pas notre but in fine. Et également, ça a permis de montrer l'intérêt de prendre en compte les probabilités de détection dans la modélisation de l'occupation, puisque celles-ci sont très hétérogènes et peuvent être très inférieures à 1. Au niveau de la comparaison des techniques de détection, donc ici on voit pour chaque espèce la probabilité de détection à l'échelle de la station après les 5 relevés. Et on voit que la vue contribue à la détection de la plupart des espèces, alors que l'ouïe et la foch sont plus marginales. Notamment, seulement 2 espèces ont des probabilités de détection plus importantes à la foch qu'à la vue, dont Eucanthus pelusens, et une seule espèce a une probabilité de détection supérieure à l'ouïe qu'à la vue. Cependant, l'ouïe permet l'identification de certaines espèces qui sont peu identifiables à la vue, et donc avant de faire les analyses, on avait choisi de la garder quoi qu'il arrive, et donc on a regardé l'impact du retrait de la foch. Ici, on voit les probabilités de détection sans la foch, et ici, avec les 3 méthodes, on voit qu'elles sont vraiment très similaires, avec en moyenne une perte de seulement 2%, et une perte significative à l'échelle de l'espèce que pour Eucanthus pelusens. On a donc choisi de retirer la foch en 2019, ce qui a permis de faire un plus grand nombre de stations avec le même nombre de jours de terrain. Ensuite, pour l'état 0, l'état des distributions en 2018, les résultats correspondent avec ceux trouvés par Alain Guéguen, c'est-à-dire une forte structuration des espèces selon le gradient altitudinal, donc ce qui est attendu, et avec ici représenté un peu les 3 types d'espèces qu'on peut retrouver, avec des espèces plutôt alticoles comme Gomphocerus sibericus, qui privilégient donc des altitudes assez élevées, des espèces plutôt généralistes qui colonisent quasiment l'entièreté du gradient altitudinal, comme Stauroderus calaris, et des espèces plus thermophiles qu'on retrouve plutôt en basse altitude, comme Pesothetix journae. Maintenant, si on regarde les changements de distribution en 30 ans, donc en reprenant les résultats de Alain Guéguen transformés en présence-absence pour pouvoir les comparer avec nos données de présence-absence, on peut voir ici chaque point représente l'estimation de la position moyenne des espèces sur le gradient altitudinal avec l'intervalle de confiance associé. Et en fait, on voit lorsque un point ne rentre pas dans l'intervalle de l'autre période, s'il y a eu un déplacement significatif ou pas. Donc en rouge, on a les données de 2018 et en bleu, les données allant de 1983 à 1988. Ce qu'on voit en moyenne, pour la plupart des espèces, c'est des remontées significatives. Et en moyenne, on a une remontée de 150 mètres avec un écart type de 110 mètres, ce qui montre une hétérogénéité forte des réponses et qui s'explique par la complexité des mécanismes régissant ces déplacements. Donc ici, je présente plusieurs exemples avec des déplacements qui sont non significatifs, comme pour l'espèce généraliste Stauroderus scalaris, qui, étant généraliste, on peut supposer qu'elle puisse s'adapter plus facilement que des espèces spécialistes, comme Gomphocerus sibericus, qui s'est déplacé de plus de 100 mètres en 30 ans. Et
On peut voir également, à l'opposé de cette espèce spécialiste donc, qui a suivi sans doute sa niche climatique, des espèces également plutôt spécialistes comme Pesothetix giornae, spécialistes des altitudes basses, pour lesquelles on aurait pu s'attendre à un déplacement significatif. Or, ce qu'on observe, c'est un déplacement non significatif. Cela peut peut-être s'expliquer du fait de caractères écologiques, de traits fonctionnels différents d'une espèce à l'autre, avec ici Eudipoda germanica, qui, pareil, en 80, était plutôt représentée dans les altitudes basses, mais qui, elle, a connu une remontée de plus de 300 mètres, mais pour laquelle on a des ailes très développées, donc une capacité de dispersion assez élevée, au contraire de cette espèce-là qui a des ailes plutôt atrophiées et donc une capacité de dispersion peut-être limitée. Cependant, les mécanismes sont très complexes et peuvent, des mécanismes d'interaction d'espèces peuvent également intervenir, des mécanismes de microclimat, etc., qui ne sont pas développés ici. Donc, en conclusion, la collaboration CEF, AFB, Parcs nationaux Mercantour et des écrins a permis de mettre en place un protocole efficace, entre guillemets, qui pourrait être reproductible sur d'autres espaces, oui, pour étudier la distribution des orthoptères. Donc passer, si on arrive à remobiliser des données historiques ou futures, si on continue à appliquer ce protocole. Le travail d'analyse a également permis de montrer l'intérêt de prendre en compte l'imperfection de la détection dans l'estimation de la distribution des espèces. Donc les modèles d'occupation de sites développés pourront également être utilisés pour mesurer des déplacements futurs potentiellement. Et également, ce travail, grâce à la remobilisation des données historiques collectées par Alain, de montrer des effets passés ou présents du changement climatique supposé, avec en moyenne une remontée des espèces, malgré une hétérogénéité forte. Donc l'application du protocole développé pourrait, dans l'avenir, permettre une meilleure compréhension des mécanismes et peut-être un jour prédire ce qui se passera. Merci pour votre attention. Merci à tous les trois et à Alain aussi. On a 2-3 minutes pour des questions, mais on est dans le temps de la pause. Donc si vous voulez un café, on va juste prendre 2-3 questions très rapidement. Après faire une petite pause qui va être déjà plus petite que d'habitude. Laurent Cheyer, directeur adjoint du parc du Mercantour. Une question très rapide. Avez-vous pensé à utiliser la détection par le son pour améliorer justement la détection des orthoptères ? C'est en cours. On y a pensé après la session 2018 et on a déjà fait quelques enregistrements. Il y en a encore qui sont prévus sur 3 stations. Alors, on connaît déjà d'avance une part des résultats. C'est qu'on va pouvoir capter par ces enregistrements que les espèces qui chantent. Et toutes ne chantent pas, notamment celles qui n'ont pas d'ailes ou des ailes toutes petites, puisque les ailes interviennent dans le mécanisme de la stridulation. Elles, on ne pourra pas du tout les capter par ces enregistrements. Mais ça permettra peut-être de capter des espèces que moi je n'ai pas pu avoir sur le terrain ou de simplement partir sur une autre méthode un peu plus simple à réaliser. Ça donnera peut-être des nouvelles perspectives. Oui, bonjour, Frédéric Leblanc d'EDF. Ma question effectivement portait justement sur ce biais, à mon avis, lié à la technique acoustique. Parce qu'il me semble que consacrer 1 minute à l'écoute, ça me paraît largement insuffisant à titre personnel. Et je voulais savoir justement quel matériel vous avez utilisé pour faire ces écoutes. Et en plus, si vous avez tenu compte du comportement des animaux, parce que généralement quand on arrive sur un site, une bonne partie des animaux se taisent, enfin des orthoptères, pour l'avoir vécu. Donc moi je pensais que justement rallonger cette période d'écoute
Et utiliser un matériel performant permettrait de supprimer ce biais lié à l'inventaire acoustique. Et en plus, on pourrait le faire comme un observatoire acoustique finalement, où on pourrait laisser des stations avec des enregistreurs en continu, et on aurait à la fois les espèces de jour et de nuit, parce que ça c'est quelque chose que vous n'avez pas noté dans le biais d'observation, parce que vous le faites à une certaine heure de la journée. Or vous savez bien qu'il y a pas mal d'ancifères qui vont chanter que la nuit, pas la journée. Donc voilà, c'était un petit peu pour perfectionner cet aspect-là. Est-ce que vous avez pensé faire évoluer votre technologie pour avoir l'ensemble du cortège présent? Par contre, par rapport aux données anciennes de M. Guéguin, j'imagine qu'il n'utilisait pas cette méthodologie-là dans les années 80, même si ça existait déjà à l'époque. C'était peu répandu pour l'utilisation des orthoptères, plutôt pour les chiroptères. Alors, à qui? Merci. Il y a plusieurs questions. Je vais essayer de ne pas en oublier. Quels outils? J'en avais deux en fait, mon oreille gauche et mon oreille droite, principalement. Et en fait, voilà, si on intervient quand les conditions météo sont optimales, ou au moins suffisamment bonnes, la plupart des espèces chantent. Alors c'est vrai qu'il y en a qui chantent un peu moins que d'autres, mais en 1 minute, ça peut paraître parfois même assez long, parce que dès les premières secondes, on capte toutes les espèces chanteuses, ou la plupart, et au bout de 30 secondes, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau qui chante. Après, parmi les autres questions, l'idée, c'était pas forcément de viser, de faire un inventaire tout à fait complet. On visait des milieux prairiaux, donc comme j'ai dit rapidement, qui concernaient principalement des criquets, tous diurnes, d'activité diurne, donc tous chantaient la journée. Et je pense que les compléments qui pourront être apportés par les enregistreurs qu'on a mis en place cette année concerneront surtout des espèces de broussailles et des espèces nocturnes, donc qui étaient moins directement visées par notre protocole. Je ne sais plus si... Et qui seront, enfin, les espèces d'encifères et qui chantent, ce sont plutôt celles qui sont à basse altitude, en fait, à partir de 1000 mètres. Enfin, moi, ce que je considère comme la basse altitude, parce que je voyais Pholidoptera chabrieri, on le trouve que vraiment très très bas, même enfin, sur la côte méditerranéenne, quoi, hein. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur les espèces des pelouses alpines en descendant jusqu'à à peu près 1400 mètres, quoi. En dessous c'était simplement des prospections en fait, hein. Mais donc je pense que, et à ce moment-là, donc dans les zones de plus basse altitude, on a une végétation qui est beaucoup plus buissonnante, et parce qu'il y a une abondance des milieux en fait, hein, donc il y a une fermeture des milieux dans ces zones, et à ce moment-là, on a beaucoup plus d'encifères, et ce sont ceux qui chantent effectivement la nuit. Mais à partir de 1400 mètres, s'il y a encore la sauterelle chantante qui chante la nuit, mais il n'y a plus de canthus, par exemple. Les eucanthus, on ne les entend plus, qui chantent aussi la nuit. Ouais, juste un petit élément de complément par rapport à ce que disait Johan. Effectivement, donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne cherchait pas forcément l'exhaustivité à tout prix. Et donc on a pu voir effectivement qu'il y a des espèces qui sont très facilement ratées si on fait juste une minute d'écoute. Voilà, le graphe de Bastien était assez parlant à ce niveau-là. Donc après, voilà, il y a derrière l'observation visuelle et la fauche qui viennent compléter, mais même avec ça, on n'a pas l'exhaustivité totale sur une station donnée. Nous, ce qu'on fait le pari, c'est plutôt de multiplier le nombre de stations pour mesurer ce gradient altitudinal. Donc si on n'a pas l'exhaustivité sur une station ou sur même plusieurs stations, c'est pas très grave. Et on a une idée aussi quand même, l'intérêt des modèles, mais c'est vrai qu'on est passé un peu vite, on est un peu contraint par le temps, mais les modèles qu'on utilise permettent aussi de corriger ces problèmes de détection en fait. C'est tout l'intérêt en fait de faire plusieurs réplicas par site, on a quand même une approximation de la détection. Donc je dirais en soi c'est pas un gros problème même si 1 minute d'écoute, on n'a pas tout le cortège d'espèces détectées. Il y a les autres techniques qui viennent compléter. Et effectivement, on s'est focalisé sur les espèces diurnes, par souci de comparaison avec les données historiques, mais je pense effectivement que c'est
techniques d'enregistrement acoustique sont assez prometteuses pour essayer de capter les autres espèces qui sont beaucoup plus discrètes et nocturnes notamment. Voilà. Bon, une dernière question. Oui, je voulais savoir, vu qu'on sait que le programme Climat va s'arrêter, si derrière vous aviez prévu de le continuer, donc je vois qu'il y a la partie enregistrement, et aussi dans quelle mesure les gardes auraient pu contribuer ou pourraient contribuer sur des choses peut-être assez simples. Je vois que par exemple Dipoda germanica répond très bien, c'est une espèce personne ne peut se planter, et du coup j'aurais voulu savoir s'il était prévu d'impliquer plus les gardes dans la poursuite de ce protocole. Je voudrais intervenir non pas pour les gardes, mais c'est effectivement cette idée donc de prendre certaines espèces en compte, donc en particulier les espèces donc, dont on sait qu'elles volent, hein, et parce qu'on sait que celles-là, eh ben, elles sont beaucoup plus... on va les voir remonter plus facilement, hein, que celles qui n'ont pas d'ailes et donc qui se déplacent simplement. Donc je pense qu'on peut sélectionner certaines espèces et les orthoptères sont assez faciles à déterminer, hein. C'est justement l'intérêt, justement, c'est que visuellement on peut les déterminer, mis à part bien sûr le fameux groupe des Cortipus, donc là on ne les prendra pas en compte justement ceux-là, mais on peut prendre l'Arciptera fusca par exemple, hein, c'est une belle espèce, on la voit bien, on ne peut pas la rater, elle vole bien, sauf les femelles qui sont microptères, et donc je vous ai montré que c'est la reproduction, hein, on est bien entendu là-dessus, c'est qu'il faut que l'espèce puisse se reproduire, et donc pour qu'elle soit considérée comme une espèce montagnarde, et donc c'est celle-là qu'on va suivre, hein, c'est celle-là qu'on va suivre. Par rapport aux espèces indicatrices, en fait, moi je pense à titre personnel que c'est peut-être un peu, peut-être la mauvaise route, parce que les patrons généraux, on les connaît, je veux dire, suivre des espèces dont on sait qu'elles vont se déplacer vers les sommets, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'une remontée des espèces, le patron général de la remontée est assez bien décrit pour beaucoup de groupes taxonomiques différents, on le connaît. Et en fait, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt l'hétérogénéité des réponses, et essayer de comprendre de la même façon que pour les plantes, pourquoi certains endroits ça verdit pas alors que d'autres oui. Ben là, c'est aussi le cas, c'est pourquoi certaines espèces ne se sont pas déplacées, voire certaines ont presque tendance à aller vers le bas, au contraire d'autres qui se sont déplacées de 300 mètres ou plus. Et prendre des espèces indicatrices, c'est peut-être louper cette information. Non, effectivement, mais je pense que pour décrire ces patrons de changement de distribution altitudinale, bon, on a un protocole qui tient la route. Effectivement, assurer une veille plus régulière, je sais pas, tous les ans ou tous les 2 ans par les agents, ça apportera toujours de l'info, ça c'est indéniable. Après, effectivement, peut-être qu'on peut imaginer investir d'autres questions. Ça pourrait être aussi de travailler peut-être un peu plus finement sur la phénologie, voir s'il y a des décalages d'éclosion, d'émergence, ce genre de choses, et en focalisant particulièrement sur des espèces à réfléchir, mais qui ont une écologie particulière et qui soient facilement déterminables. Donc ça peut être aussi vers ce genre de protocole qu'on pourrait s'orienter pour aller un petit peu creuser au niveau des mécanismes. Un tout dernier mot. Désolé, mais on est obligé de finir. Merci. Bonjour, Damien Combrisson du Parc national des Écrins. Je voulais profiter de cette opportunité pour remercier la qualité d'accompagnement en biostatistique de toute l'équipe du CEF. Voilà, et je crois que tu l'as très bien illustré dans ta première diapositive. On voit un petit peu la diversité de ce que ça embrasse et de nos besoins dans nos espaces protégés. C'est vraiment une vraie plus-value que ça apporte. Le dynamisme et la mise en œuvre de l'application de ce protocole en fait, dans le Mercantour, hein, grâce à Jérôme, qui permet d'obtenir ces résultats,
qui ont, en fait, ont été initiés il y a maintenant dans les années 80 grâce au travail de M. Guéguen. Et puis Johan, bien sûr, pour la qualité de son travail qu'on lui reconnaît. Pour ce qui est prospectif, c'est nécessairement des opportunités de financement qui permettent la mise en œuvre de telles études. Pour ce qui est des écrins, donc simplement, nous, on est démarré sur très peu de transects, avec 3 transects qui ont pu être mis en place uniquement cette année-là. Donc beaucoup de retard par rapport à ce que vous avez pu faire au Mercantour, mais ça restera par contre une priorité d'action à l'opportunité donc des financements dans les années qui vont venir, de pouvoir réinvestir et réinjecter de la connaissance sur ce protocole-là en particulier. Voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde pour cet échange très riche. On a